Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être au grand rendez-vous ce soir. Aujourd'hui, on aura encore 4 experts sur ce même plateau pour aborder différentes thématiques. À tout de suite donc pour le menu du grand rendez-vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le grand rendez-vous qui démarre. Et au menu, on aura sur ce plateau Félix Coelho, enseignant à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi pour parler des recherches agricoles pour impacter l'agriculture. L'expert de ce soir, David Kofiaza, enseignant du FA à l'université d'Abomey-Calavi, est ici pour nous parler des crimes rituels, les causes et les conséquences pour la société, pour la nation. Nous aurons autant savoir avec Agnat Bello et Eric Deyonvi, envoyés du CNSR, pour parler de la journée de la courtoisie au volant. C'est aujourd'hui la journée. On aura Agnat et son invité pour nous donner les détails sur le sujet. Le dernier plateau, Nature et bien-être, Amandine Agnambossou continue ses échanges avec ses invités sur les forages artésiens. Et ce soir, on va recevoir Alain Tossounon, expert en eau, pour parler de la gestion intégrée des eaux, surtout au niveau des forages artésiens. C'est donc le menu du grand rendez-vous de ce soir. Tout de suite, nous entrons en liaison avec Nadège Sani pour le menu du 19h45. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Dans le 19h45 ce soir, on fera l'état des lieux du secteur agricole au Bénin. L'infertilité des sols est l'un des principaux problèmes de ce secteur. Que faut-il manger pour avoir une bonne santé bucco-dentaire? Des spécialistes du domaine nous donneront quelques conseils sur le sujet. À Caracas, des jeunes vénézuéliens fouillent chaque jour le fleuve à la recherche de bijoux. La commercialisation de ces pierres précieuses leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille. Vous suivrez le reportage réalisé sur le sujet dans ce journal. D'accord, merci donc à vous Nadège Sani. On se retrouve tout à l'heure pour le 19h45. Mais avant, mesdames et messieurs, on reste avec vous pour recevoir notre expert. David Kofiaza, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Toujours avec son foulard blanc, ce qui le distingue de tous. Alors, vous êtes enseignant du FA à l'université d'Abomey-Calavi. Non, je tiens à rectifier. Oui. J'interviens de façon ponctuelle. Ponctuelle. Mais pas permanemment. Pas permanemment. Mais vous enseignez le FA? J'enseigne le FA depuis 15 ans. Ah oui. Ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles on vous a sur ce plateau pour parler des crimes rituels. Oui. Et oui, lorsqu'on parle de crimes rituels, qui
qui n'est pas confronté à ces images très choquantes que nous recevons sur WhatsApp, Facebook et tout pour dire ben, telle personne a été tuée, tel homme a tué son épouse, la vidé de son sang et toutes des images choquantes. On ne pourra pas vous présenter les images ici, mais on va échanger avec l'expert. Qu'est-ce qui explique toutes ces raisons, tout ce que nous constatons sur les réseaux sociaux? Je vais y arriver. Les crimes rituels de nos jours n'ont qu'une seule finalité, l'enrichissement. L'enrichissement. C'est tout, c'est la seule finalité. Et vous savez, depuis peu, normalement, nos autorités devaient s'inquiéter de la déscolarisation de nos jeunes. Depuis au moins 10 ans, le phénomène a pris d'ampleur et nos jeunes, vous savez qu'on est dans une société essentiellement suiviste. Donc, en regardant les aînés qui se sont enrichis ou qui s'enrichissent de façon illicite du jour au lendemain, et les jeunes se disent qu'il y a forcément quelque chose en dessous. Donc, au lieu de travailler et d'étudier, beaucoup se disent, mais telle personne n'a pas fait de grandes études, mais il est milliardaire, telle personne n'a jamais mis pied à l'école, mais il est milliardaire. Donc, ce n'est pas l'école qui fera qu'on va devenir riche, mais c'est plutôt autre chose. Et deuxième cause, c'est que notre société est devenue essentiellement matérialiste, de sorte que vous n'êtes considéré que si et seulement si vous avez de l'argent. Ah bon? Ben oui, c'est ce qui se passe malheureusement dans la société. Au point où aujourd'hui, même dans nos familles, on ne respecte que celui ou ceux qui ont l'argent au sein de nos familles. Donc, c'est devenu un phénomène de société. Et troisième cause, vous savez que nous vivons dans un monde qui est devenu presque mondialisé, de sorte que tout ce qui se passe au niveau des télévisions, de l'Internet, les artistes qu'on présente au niveau des clips et qui font ce qu'ils appellent entre griffes le faro, qui distribuent de l'argent, nos jeunes aussi ont envie de faire autant. Donc finalement, le suivisme toujours. Donc finalement, le suivisme toujours. Donc ils cherchent des raccourcis pour pouvoir, du jour au lendemain, devenir comme ces stars-là qui gaspillent de l'argent à la télévision. Et du coup, beaucoup se sont donnés à ce qu'on appelle la cybercriminalité. Donc, ils profitent pour arnaquer même des nationaux, hein, comme des étrangers via le net. Mais beaucoup ont vu ou se sont vus freinés dans leur élan par des résistances. Donc, il faut chercher une force capable d'hypnotiser leur vis-à-vis afin de lui soutirer ce qu'on veut sans qu'il n'en ait réellement conscience. Et là, ils se sont vraiment orientés dans un pan de notre tradition qu'on appelle généralement la divinité Kenessi. Et ils ont commencé par se lancer dedans et beaucoup de ces jeunes ont commencé par avoir cette divinité. Mais évidemment, il faut remarquer aussi que beaucoup en meurent également. Parce que c'est une divinité qui est très sensible et qui a beaucoup de principes que ces jeunes-là, qui n'ont pas été formés pour n'arrivent pas à respecter et ça les tue aussi. Mais en même temps, pour renforcer la capacité d'action, la persuasion de la divinité, au lieu de lui offrir le sang de poulet ou de mouton, même de bœuf si on veut, on préfère lui offrir directement le sang humain. Et la plupart du temps, ils parvenaient entre-temps à l'avoir au niveau de certaines banques de sang. Mais après, quand les vannes se sont refermées complètement, ils ont décidé de jeter leur dévolu maintenant sur les jeunes enfants, leurs proches, les frères, les sœurs, les copines et tout ça, pour vitaliser cette divinité afin d'accroître sa capacité, sa vitalité et sa force de frappe. Donc, si je ne vous arrête pas, mais est-ce à dire que le Kenessi dont on parle le plus souvent maintenant, le Kenessi devenu célèbre maintenant peut se retrouver dans les mains de n'importe qui? Malheureusement, cela ne devrait pas être le cas, puisque le Kenessi, c'est une divinité qui permet, entre-temps, de sécuriser la famille contre les affres et nuisances de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, ils lui ont donné une nouvelle orientation. C'est possible. Oui, vous savez, les divinités, ce sont des énergies apprivoisées. Donc, ils n'ont pas de volition. La volition, c'est le libre arbitre.
Donc, ils n'ont de volonté que celle que leur propriétaire inculque. Donc, le problème n'est pas au niveau des Knesset, mais le problème, c'est l'orientation que certains ont donnée à cette divinité-là, à qui on donne malheureusement aujourd'hui du sang. Du sang. Et il faut préciser, du sang humain. Du sang humain, voilà. Malheureusement. Mais le sang humain, est-ce qu'il n'y a pas autre solution? Parce qu'on se dit... On peut venir peut-être prendre l'enfant d'un voisin à côté, le voisin faisant confiance à ces jeunes-là, l'enfant va s'amuser là-bas, après l'enfant disparaît, ça passe sur les réseaux sociaux et on se dit, où allons-nous? Vous savez, à ce niveau précisément... Plus de confiance, en fait, même à ton mari. Oui, parce que, vous savez, cela remet en question la situation de notre éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous n'éduquons plus dans nos écoles, dans nos universités. Qu'est-ce qu'on y fait alors? Mais on fait juste de l'enseignement, de la répétition. Parce qu'aujourd'hui, nos apprenants répètent juste ce que l'enseignant dit. Mais autrefois, l'apprenant va à l'école d'abord pour être éduqué. Mais l'éducation est partie. Nos valeurs morales sont complètement par terre. Et aujourd'hui, l'immoralité est devenue la règle. Celui qui pratique la vertu aujourd'hui, il est considéré comme un niais, comme un con, comme un bête. Le problème d'éducation se pose au niveau d'abord de nos établissements, d'abord primaires, secondaires, et même au niveau de nos universités. Donc, aujourd'hui, on ne fait que constater les effets de l'incapacité à éduquer notre nation par nos autorités. Donc, c'est la cause. C'est la cause principale, c'est l'incapacité à éduquer. Parce que nos valeurs morales sont complètement parties. Parce qu'on dit chez nous, enfants, fide et clan. C'est pas là où vous avez renversé votre marchandise qu'il faut regarder, mais c'est là où vous avez trébuché qu'il faut regarder. Le problème que nous avons, le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est un problème d'éducation et non d'enseignement. Et ça m'amène déjà à dire qu'autrefois, on parlait d'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est enseignement maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire et supérieur. Mais est-ce qu'on peut craindre la situation? Oui, parce qu'à la où vont les choses, malheureusement, c'est que ces crimes rituels se pratiquent dans des lieux à couvert, je veux dire, généralement dans les couvents ou généralement dans les brousses, où l'accès n'est pas facile. Et il n'est pas également aussi facile de prévenir ces genres de crimes rituels. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que notre tradition souffre de déficit de législation. C'est-à-dire, soyez beaucoup plus explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui réglemente, qui coordonne, qui harmonise nos réalités endogènes, nos réalités traditionnelles, afin de pouvoir sécuriser non seulement la population, mais également les gouvernants et aussi les garants de la tradition. Parce que nous savons à peu près dans quelle zone ces choses-là se passent. Mais nous n'avons aucune force pour agir, puisque le législateur n'a rien prévu dans ce sens. Et aujourd'hui, les garants de la tradition assistent à ces genres de crimes rituels sans pour autant avoir la possibilité de faire quelque chose. Nous avons proposé depuis un moment qu'il faut légiférer sur nos réalités endogènes. N'importe qui ne peut pas se lever du jour au lendemain sans aucune formation de développement personnel, sans aucune formation morale, éthique, se lever du jour au lendemain et dire qu'il est Rounon, qu'il est Vaudounon, et conduire la masse. Parce que c'est un Rounon a derrière lui des dizaines, voire des centaines de fidèles. Tout à fait. Mais si lui-même n'est pas moralement équilibré, quelle leçon, quelle orientation morale il pourra donner à ces centaines de personnes qui sont derrière lui? Il ne pourra que bâcler et désorienter complètement leur vie et leur perception morale de la société. Donc, il faut légiférer. Mais en même temps, il faut centraliser et donner réellement, redonner au moins une portion, même si c'est une portion de pouvoir, aux autorités spirituelles. Parce que les autorités spirituelles aujourd'hui, leur pouvoir se limite juste à un simple pouvoir coutumier. Ça s'arrête là. Ils n'ont pas le pouvoir d'action. Ils ne sont pas accompagnés par les forces publiques. Je veux parler des forces de l'ordre. Si, tel que nous, on l'avait proposé, de centraliser
c'est de créer un secrétariat d'État aux affaires endogènes. Cela nous permettra de faire une cartographie exhaustive de ce qui existait déjà, des couvents qui existaient déjà, et ce que ces couvents-là font. Et aujourd'hui, les nouveaux qui sont venus légiférer sur les conditions pour pouvoir ériger un couvent en République du Bénin. Cela permettra aux autorités spirituelles de pouvoir faire des descentes inopinées au sein de ces couvents-là, quand on va commencer par soupçonner des actions suspectes. Parce que même le policier qui descend dans un couvent, il ne peut jamais savoir où se trouve chaque chose. Et même la descente d'un policier dans un couvent est considérée comme une profanation. Ah oui, ça c'est vrai. C'est considéré comme une profanation. Donc il faut forcément des initiés qui soient capables de descendre dans ces couvents-là pour voir quelles sont les actions qui s'y mènent. Et comme ça, cela mettra à l'abri, mettra la population à l'abri de ces crimes rituels-là. Sinon, on sait où ça se passe, mais on n'a aucune force d'action. Mais avant tout ce que vous avez étalé là, qu'est-ce que ces jeunes-là risquent? Vous savez, le risque est énorme. C'est pour ça que vous les voyez du jour au lendemain, 22 ans, 25 ans, ils meurent violemment, soit par accident, soit par des morts vraiment bizarres. Oui. C'est des gens qui n'ont pas de longévité. Ils n'ont pas de longévité parce que, vous savez, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. La nature est compensation. Il n'y a pas de génération spontanée. Si vous forcez la nature à avoir quelque chose que vous ne méritez pas, la nature aussi vous force à donner quelque chose que peut-être que vous n'aurez jamais voulu. Donc, ils sont prêts. Malheureusement, c'est des gens qui sont prêts même à donner leur vie pour s'enrichir, ne fût-ce que pour 1 an ou pour 2 ans. Puisque généralement, leur credo, c'est quoi? Ils disent qu'ils préfèrent être riches 1 an, 2 ans et jouir correctement de la vie que de rester éternellement misérable. Bon. C'est ça, justement. Donc, il faudra leur faire comprendre qu'ils sont non seulement en train de se causer du tort à eux-mêmes, parce qu'ils vont mourir précipitamment, mais également, quand ils laissent ces gens de divinité dans leur famille, la divinité commence par persécuter la famille de ceux qui l'ont amené. Donc, ce n'est pas seulement celui qui allait chercher le Kenessi qui sera uniquement frappé par le Kenessi. Après lui, tant que le Kenessi sera toujours là, ou même caché quelque part, le Kenessi va commencer par persécuter sa propre famille et va commencer par les décimer un à un. Donc, le risque est énorme. Mais la plupart du temps, on ne leur explique pas la réalité. Au fait, le Kenessi dont il s'agit aussi, ici, c'est la forme masculinisée de ce que nous appelons Minona. Et cette forme masculinisée, c'est une force qui, je dirais, presque aveugle et s'oriente à partir du sang de l'individu qui l'a fait venir. C'est-à-dire que quand un individu va chercher le Kenessi l'identifie à partir de son sang. Donc, même si lui n'est plus là, tous ceux qui portent ce sang-là, le Kenessi commence par les persécuter 1 à 1. Même son propre père, même sa mère, même ses frères, même ses soeurs, même ses enfants. Donc finalement, c'est une lutte générale, nationale qu'il faut mener contre tout ce qui se passe. Je pense que nos autorités doivent prendre conscience de la chose. C'est très dangereux. Mais quel risque pour déjà le développement de notre nation? Le risque pour le développement de notre nation, c'est que déjà, la jeunesse qui est le fer de lance du développement d'un pays, cette jeunesse est en déperdition. Tout à fait. Et deuxième chose, ce Kenessi n'utilise pas seulement ça pour la cybercriminalité. Certains ou non l'utilisent pour causer de tort et de grands torts à notre nation. Vous savez, étant donné que c'est une énergie neutre, une énergie aveugle, une énergie dépourvue de volition, beaucoup vont l'utiliser pour nuire à nos cadres au niveau de l'administration publique. C'est-à-dire que telle personne, sa position me plaît, il faut le rendre invalide pour que je puisse occuper sa position, parce que s'il n'est pas là, c'est moi qui suis directement positionné là. Et ils utilisent ce Kenessi-là pour tuer, pour rendre invalide nos cadres vaillants au niveau de nos administrations. Mais en attendant qu'il y ait une législation autour de la chose, qu'est-ce que déjà vous, parce que là, on comprend que c'est en complicité avec des Rounons et autres. Oui, mais qu'est-ce que déjà, à votre niveau, vous pouvez faire? Ceux-là ne sont pas réellement des Rounons, puisque c'est des gens qui n'ont... Moi, j'ai fait le couvent, j'ai fait 3 ans au couvent. C'est des gens qui n'ont jamais fait le couvent.
Ces gens qui, du jour au lendemain, ils ont l'argent, ils vont aller chercher une divinité, ils deviennent Rounon du jour au lendemain. Donc, ces gens qui ne sont même pas considérés comme des Rounons, c'est des imposteurs. Mais il y a une association, non? Il n'y a pas d'association? Il y a beaucoup d'associations, mais ces associations, leur rôle se limite. On va juste décrier le fait et puis ça va s'arrêter là. Ils n'ont aucune... Écoutez, est-ce que moi, je suis capable de rentrer dans un commissariat et de dire aux forces de l'ordre, suivez-moi parce qu'il y a telle chose qui se passe à tel endroit et ils vont me suivre? Mais non. Ils vont vous dire, je vais me référer à la hiérarchie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais entre-temps, le crime est déjà passé et peut-être que les traces sont déjà complètement effacées. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tout de suite, là, tout ce qu'on peut faire, puisque en attendant que le législateur légifère sur la situation, les autorités politico-administratives à divers niveaux peuvent prendre des arrêtés, peuvent prendre des décisions pour renforcer les garants de la tradition au sein de leur communauté. Et maintenant, mettre à leur disposition les forces de l'ordre pour investiguer dans ces couvents-là. Puisque si eux y vont, nous, on va encore considérer ça comme une profanation, ce que nous n'allons pas accepter non plus. Eh bien, franchement, c'est bien délicat la situation. Nous avons quand même un ministère des cultes. Il faudrait que quelque chose se fasse au niveau de ce ministère aussi. Les arrêtés, vous avez parlé de ça. La législation, il faut légiférer et tout. Ben, ils ont compris, les autorités nous ont suivis aujourd'hui et des dispositions doivent être prises parce que, comme vous l'aviez dit, ces jeunes-là peuvent mourir d'accidents ou des morts insoupçonnées, je dirais, mais la famille est également là. Et la famille est aussi exposée. Est exposée. Et voilà, c'est une lutte générale, mesdames et messieurs, qu'il faut mener. Selon les propos de David Kofiaza, enseignant du FA, nous l'avons reçu pour parler des crimes rituels, les causes, les conséquences pour nous, mais également pour la nation. Merci déjà à vous pour votre passage ici. C'est difficile de vous avoir, on espère vous avoir dans les fois à venir. Et on se demande bien, ce foulard-là, ça sert à quoi? on aura le temps de le dire tout prochainement. Alors, mesdames et messieurs, après donc notre expert David Kofiaza, nous allons recevoir ici même Amandine Anyambossou et son expert et son invité, l'expert en eau, Alain Tossounon, pour parler des forages artésiens dans Nature et Bien-être. Forage artésien, gestion des eaux issues de ces forages artésiens. On en parle avec Alain Tossounon, comme je le disais tantôt, expert en eau. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Amandine Anyambossou avant de les recevoir. Sekamé, un hameau du village de Rayonhoué dans la commune de Lalo. Les populations ont longtemps rêvé avoir un forage pour l'alimentation en eau potable. Le rêve est devenu réalité en 2005, lorsque grâce à Plan International Bénin, un forage a été réalisé. Mais si l'eau est désormais disponible, le forage devenu artésien devient de plus en plus une menace pour ces communautés. Nous avions eu besoin d'avoir un forage dans le milieu, parce que le forage que nous utilisons est à 1 kilomètre d'ici. En ma qualité de premier chef d'arrondissement de la localité, j'ai décidé d'investir au nom de la population. L'eau a été très utile pour nous parce que d'abord nous avons eu besoin d'en avoir à cause de l'état dans lequel nous vivions, parce que l'eau n'était pas potable. En matière d'agriculture, nous avons installé ici par exemple des étangs piscicoles. Nous avons également fait la culture du riz. Donc ça apporte un peu de revenus à la population. Donc ça nous aide un peu dans l'économie du milieu. Mais malheureusement, il y a eu, j'ai dit bien malheureusement, il y a eu un projet qui était venu nous installer des tuyaux ou bien pour bloquer l'eau. Et l'eau ne sortait pas. Donc il fallait nécessairement ouvrir un robinet pour faire sortir l'eau. C'était très bien. Mais avec la puissance, avec la pression de l'eau, les installations sont gâtées. À l'instar des communautés de ce hameau, plusieurs localités des départements du Mono et du Koufo sont confrontées à la furie des eaux des forages artésiens. Mais grâce au projet mis en œuvre par le consortium Protos, Partenariat national de l'eau du Bénin, plusieurs sites ont été aménagés pour la réalisation d'aménagements de la tête du forage afin de faciliter l'installation d'un mini-réseau d'eau potable, mais aussi l'aménagement hydro-agricole pour le développement de cultures de contre-saison.
D'ailleurs, nous sommes mis dans un couvre, nous sommes un couvre car la zone est bouée. De ma ou quoi nous dit que nous nous bada yeux dit bon ma okaze wa bomi wa mo bo ma sinda gbe do po bo sin do kunkun e bo wa kun do tom to me vivi mi town bo dokun do po bo mi do mi mo e bo sin do wa yo mi so bo so asoso wa na. Une expérience qui est reproduite aujourd'hui dans plusieurs communes qui, tout en s'appropriant le processus, prennent des initiatives qu'elles intègrent dans leur plan de développement sur fonds propres. Et voilà, c'était donc un extrait du documentaire réalisé par Serge Ayaka avec la collaboration du Partenariat national de l'eau PNE. Et on retrouve Alain Tossounon, expert en eau, et Amandine Agnambossou pour aborder le sujet. Amandine, la fine fleur, mais qu'est-ce qui l'a fait sourire encore? Rien du tout. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Je corrige le nom avant que l'invité ne corrige. C'est plutôt Alain Tossounon. Ok. C'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Et merci de l'avoir bien prononcé. Alors, Alain Tossounon, merci d'être là. Ah ouais, je vous remercie. Alors, Amandine, on poursuit les échanges. On poursuit les échanges sur les forages artésiens. On l'a oui. compris la dernière fois que ces forages sont mal gérés malgré toute leur potentialité. Avec Alain Tossounon, on va parler de comment bien gérer ces ressources en eau. Monsieur Alain Tossounon, dites-nous déjà comment on peut exploiter judicieusement l'eau issue des forages artésiens. Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez, puisque nous sommes dans le mois de l'eau. Oui. Bientôt aura lieu la journée mondiale de l'eau. Oui, nous avons le 8e Forum mondial de l'eau qui se tiendra au Brésil. Tous les acteurs de l'eau sont en train de se préparer pour aller au Brésil. Même vous? Non, mais cette année, je ne vais pas y aller. J'étais au 6e, j'étais au 7e, mais je pense que je suis occupé à autre chose actuellement. Alors, je pense que de façon globale, c'est important l'eau, c'est une richesse. L'eau, c'est une richesse et quelqu'un dit que si on ne prend pas garde, on risque bientôt de manquer de l'eau. Ah ouais, pourtant les gens disent que c'est une ressource illimitée. Non, l'eau n'est pas une ressource illimitée. C'est une ressource limitée et vulnérable. Ça veut dire que si on ne protège pas durablement nos ressources en eau, un jour on va se réveiller, il n'y aura pas de l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors les forages artésiens, c'est un phénomène qui est apparu dans les départements du Mono, dans les communes du Mono et du Koufo, un peu dans l'Ouémé et aussi un peu dans le Zou. Dans le Zou, oui. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un forage donc, pour donner donc, de l'eau potable aux populations, mais la pression est tellement forte que finalement, on n'arrive pas à contenir donc, cette pression. Et ça fait que donc, l'eau jaillit et ce qui arrive, c'est quoi? On se rend bien compte que quand ça se passe comme ça, donc ceux qui sont venus donc, réaliser le forage donc, sont dépassés et donc laissent comme ça le forage en état. Et vous avez des forages artésiens comme ça un peu partout dans ces communes-là où l'eau, depuis plus de 10 ans, coule avec la même pression et jaillit tous les jours. Donc, tous les jours comme ça. En voulant résoudre un problème, on a créé un autre. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être pas vu comme un problème, mais plutôt une opportunité, dans la mesure où, au-delà donc de l'approvisionnement en eau potable, qui peut être donc de l'eau qu'on peut servir aux populations pour la consommation, on peut utiliser cette eau donc justement pour le maraîchage, pour l'agriculture, pour la pisciculture et pour d'autres usages. Mais dans l'élément qui vient de passer, la dame a dit que depuis qu'on leur a installé ce forage, tout va bien, que les activités prospèrent. Évidemment, parce que ce sont les populations, lorsque l'eau est comme ça disponible, ce sont les populations qui s'arrangent et qui exploitent comme elles peuvent. Donc, nous ne sommes pas dans un cas de figure où cette eau, donc on a fait des aménagements, parce qu'on peut faire des aménagements hydro-agricoles, parce que l'eau est disponible à plein temps. Vous avez la terre, il ne reste que donc à faire ces aménagements pour qu'on puisse donc utiliser cette eau-là pour faire même des cultures de contre-saison. Nous sommes dans un pays où il y a des périodes de l'année où vous n'avez pas de la tomate, où lorsqu'elle existe, la tomate, elle coûte excessivement cher. Or, dans cette zone-là, à plusieurs endroits, vous avez ces forages artésiens. Il y a même un forage artésien dans le village de Tchankouin,
dans la commune de Towikle. Ce village, en fait, les habitants ont été obligés donc de quitter le village et de déménager parce que tout simplement, l'eau qui jaillit donc, a envahi les maisons, a envahi les champs sur 2 à 3 kilomètres. Ils se sont retrouvés bizarrement en période d'inondation. Ils étaient inondés, le village a été inondé. Ils ont été obligés donc de quitter, d'abandonner leurs habitations, d'abandonner les tombes de leurs ancêtres, de leurs parents et d'aller s'installer ailleurs parce que tout simplement, ces populations ne pouvaient plus donc contenir ces lieux. Et cette eau, elle est là et elle n'est pas valorisée, elle n'est pas exploitée comme il le faut. Mais avant de construire ce genre de forage, on fait quand même un état des lieux, une étude de sol et tout avant de construire ce genre de forage. Alors, vous posez là un problème majeur dans notre pays, un problème majeur de la connaissance de nos ressources en eau. En réalité, jusqu'à maintenant, il n'existe pas d'études profondes, sérieuses sur la connaissance des eaux souterraines. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. C'est un phénomène que tous les acteurs de l'eau connaissent, mais jusqu'à présent, on n'est pas arrivé réellement donc, à faire une bonne cartographie et à savoir comment ce phénomène-là, comment ça se passe. Parce qu'en réalité, c'est quoi? On pense que cette eau sera disponible tout le temps, mais il arrivera un jour, et il est déjà même arrivé des cas où l'eau, donc le débit baisse, et des cas où déjà on enregistre au niveau des forages où carrément donc le forage, il n'y a plus d'eau. Ça veut dire que cette eau, un beau jour, ça va s'arrêter. Alors, puisqu'on n'a pas exploité, donc on aura donc tout perdu parce qu'on n'a pas pu valoriser l'eau. Donc, c'est pour ça que moi j'en appelle... Je demande même, les cadres du ministère de l'eau font quoi? Oui. Il y a eu des initiatives. S'il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Il y a eu des initiatives. En réalité, on fait des études. On fait une étude sommaire quand on veut faire un forage. Mais ce n'est pas une grande étude parce qu'en réalité, ce phénomène-là, ce n'est pas seulement, on ne peut pas l'observer seulement donc, au Bénin. C'est un phénomène, vous savez que nous faisons frontière avec le Togo. Et lorsqu'on parle d'eau souterraine, c'est qu'on partage la nappe phréatique, on la partage avec plusieurs pays, le Togo, le Ghana, le Nigeria et autres. Donc, il faut que dans le cadre d'une coopération donc, régionale, qu'on puisse donc commettre cette grande étude qui va nous permettre d'avoir une bonne connaissance de nos eaux souterraines afin de planifier donc leur gestion et leur exploitation. Vous avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà des initiatives. Il y a l'ONG Protos avec le Partenariat national de l'eau du Bénin qui, ça fait près d'une dizaine d'années, qui ont essayé, donc ils ont investi donc, pour aménager, donc maîtriser la tête de ces forages, c'est-à-dire qu'on comprime la pression et on fait donc des rampes, donc des robinets pour donc permettre aux populations donc d'avoir accès à l'eau potable et derrière on fait des aménagements sommaires pour permettre aux populations de faire du maraîchage, de faire donc des cultures. Mais ce qu'il arrive, c'est que bon, les moyens sont limités, donc on n'a pas pu donc aménager cette tête de forage dans toutes les localités. Donc, il reste encore un certain nombre de forages au niveau desquels l'eau continue à jaillir tous les jours, et cela depuis plusieurs années. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'au lieu que l'eau soit gratuite, les populations participent un peu? Parce que si elles donnent quelque chose pour avoir accès à cette eau, on peut prendre ces ressources-là pour arranger un peu le lieu. Oui, et c'est là une dimension donc, de la gouvernance que vous touchez là. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? La difficulté dans cette expérience de valorisation économique donc, de l'eau des forages artésiens, on s'est bien rendu compte qu'on a investi donc, pour acheter des équipements et tout, mais on se rend bien compte que les populations résistent donc, à contribuer pour donc, assurer d'abord l'entretien donc, de ces équipements. Et cela cause un problème parce qu'il faut assurer donc, la durabilité de ces équipements-là. Parce que tout simplement, ce qui arrive, c'est quoi? Derrière ça, les gens se disent que si cette eau-là jaillit comme ça, c'est que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et parce que Dieu nous a donné, donc c'est gratuit, nous, on ne donnera aucun franc pour pouvoir donc, réinvestir. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut absolument donc, travailler à sensibiliser donc, les populations pour que les populations comprennent qu'en réalité, on ne leur demande pas, donc on ne leur vend pas l'eau, mais ce qu'on leur demande de payer, ça permet donc d'assurer l'entretien donc de ces
comme on appelle, ces équipements qui ont été mis en place et qui leur permettent d'avoir de l'eau à plein temps et de pouvoir donc faire des activités. Et comment gérer alors, comment améliorer plutôt la gouvernance de l'eau, des forages artésiens en tenant compte des principes de la gestion intégrée des ressources en eau? Alors, quand vous parlez de gestion intégrée des ressources en eau, je crois que les forages artésiens nous offrent l'opportunité donc de tester cette approche-là. Parce que c'est une approche qui dit tout simplement, pour être terre à terre, que tous les acteurs, donc tous les usagers donc, qui exploitent cette ressource en eau, à savoir donc, les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, puisqu'on utilise l'eau pour les animaux, ceux qui font la pêche et tout ça, on les réunit. On les réunit et on s'assure que chacun tire profit de la ressource, mais on fait en sorte que cette ressource donc, soit utilisée, exploitée donc, durablement, et on fait en sorte que cette ressource-là, dans la gestion qu'on en fait, qu'on doit protéger les écosystèmes, parce que s'il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas d'eau, est-ce que vous voyez? Et on pense aussi aux générations futures. Donc, c'est une approche, aujourd'hui, qui fait école, et donc, si on doit valoriser donc, l'eau des forages artésiens, il faut absolument donc, passer par cette approche qui permet donc, de faire en sorte que chaque acteur, parce que ce qui arrive, si on ne prend pas garde, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits autour de la gestion. Parce que chacun voudra donc tirer le grand profit. Et déjà, avec l'expérience de Protos et du PNE Bénin, donc, il y a déjà donc, ce dialogue qui permet donc, de mettre ensemble les acteurs et de faire en sorte que chacun, donc, dans les pays qui sont en avance, notamment la Suède sur ces questions, vous voyez, lorsqu'il y a de l'eau, lorsque le volume de l'eau, quand il s'agit des cours d'eau, des fleuves, lorsque le volume de l'eau est important, donc on privilégie par exemple les agriculteurs. Mais lorsqu'on se rend compte que le volume de l'eau baisse au niveau du fleuve, donc on privilégie donc l'eau pour la consommation ou l'eau pour le bois. Donc c'est comme ça. Donc cette approche permet donc de mettre devant tout le monde. Mais qu'est-ce qui nous permettre à tout le monde de bénéficier. Et depuis 1998, notre pays a adopté cette approche de gestion. Et dans la loi portant gestion de l'eau, la GIR est bel et bien présente. Le Bénin est dans la GIR. Maintenant, il faut que sur le terrain, on puisse tester cette approche, notamment par rapport donc, au forage artésien. C'est un cri d'alarme parce que j'ai, dans le cadre donc, du travail pour Protos et pour le PNE, moi j'ai parcouru donc, tous ces communes-là, oui, à la réalisation de ce documentaire. Et nous avons été sur le terrain et nous avons été franchement choqués de constater que dans notre pays, nous avons de l'eau en abondance, nous avons de la terre, mais les gens à côté sont pauvres et ça doit nous interpeller parce que ailleurs au Burkina, que je connais à côté, lorsque vous avez donc un peu d'eau, vous voyez comment il y a une dynamique qui se crée. Vous voyez comment. Ouais, aujourd'hui, l'oignon nous vient du Burkina, la tomate nous vient du Burkina et tout ça. Alors, tout simplement, nous avons des producteurs. Alors que nous avons aujourd'hui de l'eau, nous avons des gens de la terre. Il suffit juste de faire ces aménagements pour que les gens puissent, pour qu'on puisse occuper les jeunes et les empêcher de venir à Cotonou faire Zémijan. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est mieux d'aller tuer leurs frères pour avoir de l'argent facile. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui viennent donc des communes du Mono-Koufo et qui font Zémijan ici, alors qu'on aurait pu autour de ces forages, ils ont de l'eau. L'eau de ces forages artésiens pourrait permettre non seulement donc, de nourrir tous ceux qui sont là, mais quand vous allez dans ces villages, qu'est-ce que vous constatez? Et ce phénomène, il faut le dire, on a constaté que les villages sont vides. Les villages sont vides, vous n'avez que des vieux qui sont dans ces villages-là. Tous les jeunes donc, ont quitté ces villages alors qu'on aurait dû travailler à donc, faire en sorte que ces jeunes-là soient occupés dans les villages et pour que ces jeunes-là contribuent à la création de la richesse. Et donc pour nous permettre d'avoir aussi de la tomate en ville et tout. Voilà. Donc il faut interpeller donc, le ministre. La dernière phrase. Le gouvernement, parce que ce n'est pas seulement un travail du ministre de l'eau, mais il faut que le ministre de l'eau, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement qui se mettent ensemble donc, pour pouvoir valoriser. Donc c'est une richesse et ça fait mal de voir que nous avons de l'eau, mais on n'en profite pas. Merci beaucoup à vous, Alain Tosunon. Voilà, merci. Je n'ose pas répéter cela. Ce qui est sûr, vous êtes expert en eau et on a eu votre approche, approche de solution et tout sur la manière dont il faut gérer
notre eau, surtout les eaux des forages artésiens. Merci déjà, Amandine. Un dernier numéro. Vendredi prochain. Toujours forage artésien. Oui. Comme d'habitude. Elle l'a annoncé ce lundi. On prend donc le rendez-vous vendredi prochain. Mesdames et messieurs, en attendant donc vendredi pour retrouver Amandine Aniambossou, on va accueillir ici Adonis Baum dans ActuWeb. Nous sommes donc avec Adonis Baum. Ado, on se retrouve. Heureuse, bonsoir. Bonsoir. Vous allez Très bien? sérieux, hein? Je vais Oui. très bien. Je suis plus sérieux que d'habitude, c'est normal. C'est normal. D'accord. Twitter, on Oui. en parle. Oui. Désormais vers la mise en place d'un système de vérification des comptes ou de comptes pour tous. Oui, avant, il y avait juste que des célébrités, des personnalités politiques ou bien des structures de grande marque qui avaient des comptes certifiés. Eh bien, la différence entre les comptes normaux et les comptes certifiés, c'est qu'au niveau de votre nom, il y a un badge bleu, une sorte de crochet bleu qui signifie que c'est un compte vérifié. Ça permet de faire la différence entre les faux comptes et les comptes qu'il faut suivre correctement. Quand je prends le président américain, il y a plusieurs comptes qui portent son nom, mais il y a un seul compte qui est vérifié en son nom. En fait, c'est ça. Avec cette nouvelle possibilité, même les simples utilisateurs comme nous peuvent avoir des comptes vérifiés. Oui. Est-ce une manière déjà pour Twitter de savoir qui En fait, est réellement... le processus de vérification, ce n'est pas, c'est un long processus. Il y a des détails, il faut fournir, des informations à fournir et Twitter vérifie cela avant de pouvoir l'attribuer. L'attribuer. Oui. D'accord. L'autre information, on est aux États-Unis où 7000 paires de chaussures sont déposées sur la pelouse du Capitole pour rendre hommage aux victimes des écoles. Oui, eh bien, comme vous l'avez l'avez dit, 7000 paires de chaussures, c'est une initiative d'une ONG qui a fait déposer sur la pelouse du Capitole 7000 paires de chaussures représentant les victimes des fusillades dans les écoles américaines. Oui, il y a eu récemment plein de fusillades dans les écoles. Le plus récent, c'est celui de Parkland. Eh bien, l'ONG, c'est Avaz, qui a été fondée en 2007 et a placé 7000 chaussures pour rendre hommage, comme vous l'avez dit, à ces victimes, à ces élèves qui sont décédés. Ce mémorial doit également sensibiliser les gens à la marche pour nos vies, une manifestation organisée par des lycéens de Parkland et au cours de laquelle des enfants, des familles, des citoyens défileront dans les rues de Washington et d'autres villes pour demander des mesures soient prises sur le contrôle des armes à feu. La suite, après avoir enlevé les 7000 chaussures, c'est que 7000 paires de chaussures, c'est qu'elles seront remises à des refuges locaux pour les sans-abri ou d'autres personnes qui sont... Je voulais connaître la destination de ces chaussures. Oui. Voilà. Donc, c'est pour remettre aux sans-abri après. Mais pour le moment, les chaussures là sont encore devant le Capitole. D'accord, donc ce sont de nouvelles chaussures. Des paires de chaussures devant, oui, comme le montrent les images, ce sont des paires de chaussures. Certaines familles ont fait déposer les paires de chaussures de leurs propres enfants. D'accord. Avec le nom de leurs enfants au niveau des chaussures. Oui, c'est ça. En même temps, c'est une œuvre sociale qui est sous cette idée-là, cette initiative-là. Oui. En fait, ce qui a été mis en place, c'est pour sensibiliser les dirigeants de ce pays à adopter des mesures strictes sur le port des armes. Récemment, en Floride, le Sénat a voté une loi qui permettait aux enseignants de pouvoir porter des armes sur eux. Ah bon? Oui. De l'autodéfense jusqu'à ce point? Ah, mais si vous prenez déjà les différentes tueries où un enfant vient dans une école et commence à bombarder tout le monde, il faut que le pouvoir... quand même ces dispositions. C'est ça, oui. Pour une légitime défense. Oui. Merci, oui. Il y a... Oui, une dernière, si le temps nous permet. Bien sûr, bien sûr. Pour le réseau social Facebook, ils ont mis en place une fonctionnalité qui est reconnaissance faciale, qui vous permet de pouvoir contrôler toutes les photos de vous sur ce réseau. Oui. Comment eh bien, voilà, on a les images. Oui, il faut l'activer. Après l'avoir activé, toutes les photos, en fait, il scanne vos différents points parce que chaque personne a une identification on a les de visage. différents points déjà qui seront... Voilà, c'est ça. Donc, il fait que avec ces différents points, il scanne dans toutes les bases de données et toutes les photos qui ressemblent à ces points, qui coïncident avec ces points, il vous les sort pour que vous puissiez, soit demander à la personne qui vous a identifié de la retirer, ou soit de commencer à la commenter.
Parce que c'est pour éviter certaines personnes qui prennent les photos des autres pour les mettre sur des faux comptes afin de pouvoir arnaquer. C'est pour éviter cela que... Mais comment cela va se faire concrètement? Est-ce que c'est déjà disponible? Oui, non, c'est disponible. Il suffit d'aller dans vos paramètres, d'aller voir l'option reconnaissance faciale. D'accord, on va dans paramètres option reconnaissance faciale. Et on active. Soit vous l'activez, soit il faut juste le dire. Ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence parce que le réseau a en train de collecter en même temps vos données et vous ne savez pas dans quelle optique elle pourra l'utiliser après. Donc, vous avez apporté l'information ici, mais il faut savoir choisir. Voilà, en fait, soit vous choisissez aller dedans main, soit vous ne choisissez pas. Dans tous les cas, vous avez déjà vos données, donc c'est juste un plus, cela va ajouter. Tout simplement. Merci beaucoup, Adonis. Alors, on va se retrouver demain, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai, avec le même sourire, la même fixation. Vous ne m'avez plus jamais fixé. Non, c'est mieux. Je fixe déjà d'autres personnes. Je fixe Nadège Sani maintenant. Vous fixez Nadège Sani? Oui. D'accord, on va la fixer ensemble parce que c'est elle qui nous présente d'ailleurs le journal tout à l'heure. Mesdames et messieurs, et oui, il est 19h45. On va suivre le journal avec la rédaction de BB24. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal, le sommaire. L'une des principales difficultés que rencontrent les agriculteurs béninois est l'infertilité des sols. Certaines mauvaises pratiques culturelles en sont la cause. Dans un instant, vous suivrez l'état des lieux sur le secteur agricole au Bénin. Un meilleur apport nutritionnel peut éviter les risques de maladies de la cavité bucco-dentaire. Que faut-il manger pour avoir des dents en bonne santé? À suivre les conseils des spécialistes dans ce journal. Les égouts de Caracas reçoivent beaucoup de déchets et pourtant ils sont des dizaines de jeunes à fouiller dans les eaux sales du fleuve Guerre à la recherche de trésors. Cette situation est la conséquence de l'extrême pauvreté qui sévit dans le pays. Deux éléments font du sol un facteur essentiel pour la croissance économique du secteur agricole, sa superficie et sa fertilité. Et quand la fertilité prend un coup, la productivité s'en ressent. Au Bénin, les sols s'appauvrissent et ceci pour plusieurs raisons. Dans ce reportage que vous allez suivre, Koudous Abdoulaye fait un état des lieux. Elle suscite inquiétude au Bénin. La faible productivité des sols pourrait influencer la sécurité alimentaire. Selon une étude réalisée par l'Institut national de recherche agricole INRAB, les signaux sont au rouge dans certains départements. La Liborie est en tête avec seulement 3% des sols ayant un bon niveau de fertilité, contre 91% des sols de fertilité très faible. Dans le Borgou, 2% des sols sont fertiles, contre 93% des sols de fertilité très faible. Dans le Zou, 91% des sols ont un niveau de fertilité très faible, contre 4% des sols fertiles. Les sols béninois s'appauvrissent et l'agriculture conventionnelle est pointée du doigt. Au Bénin spécialement, l'agriculture conventionnelle est caractérisée par l'agriculture itinérante sur brûlis qui détruit la flore, la matière organique du sol et même les organismes vivants du sol. Également la monoculture et l'absence rigoureuse d'assolement et de rotation. Alors dans notre pays, le Bénin, ces pratiques sont les causes essentielles du niveau de dégradation de nos sols ici. Il faut changer les pratiques pour inverser la tendance. Avec l'utilisation des engrais, on a tendance à croire que donc on a quelques rendements obtenus qui sont un peu améliorés, mais avec le rythme de dégradation. Regardez dans la Liborie. Dans la Liborie, 91% des sols sont dégradés. Donc, la sécurité alimentaire sera menacée si rien n'est fait. Donc, il faut que
le producteur soit formé et appliquer les mesures de gestion durable des sols. Une gestion durable des sols pour renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. Que faut-il manger pour des dents en bonne santé et une hygiène bucco-dentaire? L'alimentation joue un rôle préventif dans l'apparition des maladies liées à la cavité buccale. Zoom sur les aliments qui favorisent une bonne hygiène de la bouche dans ce reportage présenté par Rodrigue Babagbeto. Mâcher, sourire et parler à une personne devrait être un plaisir. Mais pour les patients souffrant de maladies bucco-dentaires, c'est un véritable enfer. Un traitement efficace passe non seulement par des soins de spécialistes, mais également par une bonne alimentation. Si l'alimentation ne contient pas les éléments nécessaires, la cavité buccale, la bouche pourrait avoir des difficultés à lutter contre les infections. Nous avons par exemple la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium, pour ne citer que ceux-là. Pour trouver une bonne dose de calcium, par exemple, vous voyez notre yaourt, le fromage, tout ce qui est d'origine latée sont très pourvoyeurs de calcium. On n'a même pas besoin d'aller acheter des médicaments riches en calcium nécessairement avant d'en avoir. En plus de ça, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont aussi riches en phosphore. Et cet avocat, par exemple, que nous consommons peut-être avec du pain ou bien dans du plat, avec la salade, nous conseillons parce que c'est riche en phosphore. Les aliments riches en calcium, par exemple notre poisson de mer, les crevettes, tous ces aliments, les crabes que nous consommons sont souvent riches en calcium. Et nous conseillons souvent ces aliments. Vous voyez notre gombo que nous prenons, sont riches en calcium. Et donc, c'est autant d'aliments que nous devons privilégier. Privilégier des aliments, oui, mais de saines habitudes peuvent également aider dans la prévention du mal. Après le repas, il faut vraiment boire un peu de l'eau pour rincer la bouche, éliminer les débris qui se sont d'une manière ou d'une autre entassés dans les petits espaces qui existent au niveau des dents. Deuxième élément, c'est que nous conseillons que nous devons nous brosser tout au moins les matins au réveil, les soirs au coucher et si possible après les repas. C'est très important. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie. Prenons-en donc soin. Pourvoyeur d'emploi et qui apporte également de la plus-value à l'économie du tourisme, c'est bien évidemment la filière hôtellerie-restauration. Au Bénin, malgré les difficultés, le secteur arrive tout de même à se hisser parmi les domaines qui sollicitent le plus de main-d'œuvre. Hôtellerie et restauration, un coup de pouce pour l'économie. C'est un reportage signé Igor Ayosso, Herman Rodrigue Amega. Juste un sac à dos, parfois une petite valise, et le touriste va à la conquête du monde. Visiter, échanger, consulter, découvrir, manger, dormir, son séjour se résume généralement à cela. Au Bénin, le tourisme génère environ 2,6% du produit intérieur brut et fournit à peu près 5,6% de la totalité des emplois. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration y prennent une part prépondérante. Le secteur de l'hôtellerie consomme beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend tous les métiers porteurs, il y a beaucoup de ces métiers qui se retrouvent dans l'hôtellerie, notamment le tourisme. Quand on prend une période de 6 mois, en dehors des offres d'emploi relatives au commerce, à l'industrie et aux autres secteurs, l'hôtellerie occupe une grande partie. C'est un secteur qui est promoteur d'emploi. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. C'est-à-dire le tourisme était malade depuis l'indépendance. Selon les chiffres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, 12% des offres et opportunités reçues pour le compte de l'année 2017 dans le littoral relèvent du domaine du tourisme et de la restauration. Les données sont presque élogieuses, mais il ne faut pas pour autant s'extasier. La formation reste une priorité afin de répondre aux standards internationaux.
Il faut dynamiser ce secteur-là en formant énormément les gens, parce que rien ne vaut la formation. Hein. Si vous êtes formé, vous trouverez à faire la restauration, la cuisine, l'hébergement. Ça s'apprend. Et il y a une manière d'accueillir la clientèle. Si vous êtes bon, vous trouverez toujours les preneurs. Nous limitons à préparer tout simplement et à le jeter. Ça ne donne pas envie, ça ne pousse pas le touriste à aller découvrir, à vouloir même goûter. Donc à ce sujet, les ateliers de formation, la formation de nos cuisiniers sur l'aspect présentation, l'aspect diététique, leur mettre dans la tête qu'il faut limiter l'utilisation d'épices, de gras, de sucre et tout le reste. Le gouvernement du Bénin a défini le tourisme comme un des axes stratégiques de développement. L'idée est de présenter le pays comme une destination touristique privilégiée. Ces projets devraient représenter un investissement de 685 milliards de francs CFA et créer plus de 150 000 emplois. Des emplois qui boosteront à coup sûr l'effectif des hôteliers et restaurateurs. La première étape du roadshow organisé en 2018 par la Bourse régionale des valeurs mobilières à l'endroit des investisseurs internationaux dénommé BRVM Investment Day a été l'occasion pour le directeur général de cette institution et Dokosi Amenouvé d'échanger avec les investisseurs à Johannesburg ce mercredi 14 mars 2018. Il a été présenté aux investisseurs, intermédiaires financiers et analystes sud-africains les opportunités d'investissement qu'offre la BRVM, la bourse commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Banque centrale au Nigeria a effectué une injection de 210 millions de dollars, soit environ 105 milliards de francs CFA sur le marché du change interbancaire. Cette opération de routine joue un rôle important dans la stabilisation de la monnaie à travers la disponibilité sur les circuits officiels des devises nécessaires aux activités des agences économiques. 50 milliards de francs CFA de cette enveloppe sont prévus pour les distributeurs agréés exerçant dans le segment de la vente en gros. Environ 28 milliards sont réservés pour les petites et moyennes entreprises. À Caracas, il n'est pas rare de voir des jeunes fouiller les eaux sales du fleuve Guer pour y chercher des bijoux perdus, voire de simples câbles en cuivre. Ces objets sont ensuite revendus pour leur permettre de manger à leur faim. Reportage. Tu vois tous les jours, sans te compter d'histoires, 60 à 100 personnes dans l'eau, parce que la situation est difficile. La situation économique du Venezuela est préoccupante. Comme lui, de nombreux jeunes, parfois même des enfants, se regroupent dès l'aube pour s'enfoncer dans ces eaux troubles jusqu'aux cuisses et fouiller toute la journée à main nue parmi les débris charriés par le courant. La première fois, je suis tombé immédiatement malade. Je suis resté 3 jours au lit avec la fièvre, mais ensuite, on devient immunisé. La situation est difficile, très difficile. Le pays n'est plus ce qu'il était. J'ai commencé à fouiller et à trouver des bagues, des anneaux. Ce sont des choses que les gens perdent dans des toilettes et nous on en profite. On les vend et c'est comme ça j'arrive à survivre, parce que rien ne va dans le pays. Pour un tel bijou, le prix payé par les professionnels sur le marché noir est d'au moins 7 millions de bolivars, soit 15 000 francs CFA au taux du marché noir, contre un revenu mensuel minimum de 2 000 francs CFA. Des fois, la moisson peut ne pas être intéressante. En 2014, la pauvreté touchait 32,6% de la population, la pauvreté extrême 9,5% selon la CEPAL, la Commission économique régionale de l'ONU. Depuis, plus aucun chiffre officiel, mais la chute du PIB de 16,5% en 2017 selon le FMI laisse augurer du pire. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h45. À demain, Nadège Sonning. À demain, 19h45 pour... oui, à demain, Nadège Sonning. À demain, monsieur le réalisateur. À demain, Nadège Sonning. Voilà. Oui, on vous a assez vu là. À demain, pour vous voir une autre fois. Alors, mesdames et messieurs, on reste avec vous pour recevoir le
notre expert envoyé par le Centre national de sécurité routière, Eric Dayonvi, pour parler de la journée de la courtoisie au volant. C'est dans Autant Savoir. C'est le plateau à installer tout à l'heure même, mais nous avons un autre plateau consacré à l'agriculture où nous allons recevoir Estelle Pazou et son invité Félix Coelho, enseignant à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi pour parler des recherches agricoles pour impacter l'agriculture. Tout de suite, Autant Savoir. Autant Savoir s'intéresse à la courtoisie au volant. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est le constat dans notre pays? Est-ce que nous sommes réellement courtois au volant? Nous aurons les détails dans ce reportage, mais les précisions encore plus sur le plateau avec Eric Dayonvi. Tout de suite, le reportage de Marcel Arossi. Coup de klaxon violent, injures à la volée, gestes obscènes. Quel conducteur n'a pas été victime, témoin, voire auteur d'un comportement agressif sur la route? Beaucoup conduisent sans maîtriser le code de la route. Là, je suis à un carrefour, on ne peut pas me laisser passer. Et ça fait partie de ce qu'on vit au quotidien. On vous dépasse à une telle vitesse que vous avez l'impression que vous venez d'échapper à un accident de la circulation. Il faut compter aussi avec les conducteurs de moto. Je ne vais pas stigmatiser seulement les taxis moto, mais les conducteurs de moto en général qui circulent de façon souvent inappropriée entre les véhicules, qui ont des langages le plus souvent orduriers envers les autres usagers de la route. J'ai été victime plusieurs fois, surtout les IM. C'est eux qui se déambulent devant toi chaque fois. Même si tu les klaxonnes, ils ne quittent même pas la voie. Vous voyez l'autre qui vous voit, il voit que vous voulez dépasser, vous voulez traverser seulement. Le petit temps qu'il va vouloir pour vous traverser, lui, il émet une vitesse pour pouvoir vite traverser avant vous. Là, celui qui a la priorité l'insulte. Parce que vous avez peut-être klaxonné à quelqu'un qui, sa moto a coupé. Il est en train de chercher à demander, oh, le feu vert est allumé. Quand tu klaxonnes, il t'insulte. Dès que l'autre conduit un peu mal, la première des choses, c'est c'est ce qu'on vit tous les jours. Voilà autant de situations auxquelles on est confronté de la circulation et qui sont révélatrices du niveau un peu abject d'éducation d'une certaine partie de la population et c'est malheureusement dommage. Tout le monde est pressé, c'est ce qui fait le problème. Conducteurs, cyclistes ou piétons, la courtoisie concerne tout le monde. La route est un espace à partager et cela nécessite un minimum de courtoisie. Demander à chacun de prendre patience parce que la route, elle appartient à tout le monde. Et puis chacun a une destination. Il faut penser à arriver à destination, non pas forcément le plus tôt possible, mais arriver à destination en bonne santé et en bon état. On a souvent de ces réactions-là qui font mal. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accepter et continuer. Ça ne peut même pas cesser. Ça ne peut pas cesser. Respecter le code de la route, être maître de soi et de son véhicule, faire l'effort de se mettre à la place de l'autre, il en faut peu finalement pour bien vivre ensemble sur la route. Voilà, plus qu'une journée, c'est toute une semaine qui est consacrée à la courtoisie au volant à travers cet intervenant qu'on vient juste d'avoir dans le reportage de Marcel Arossi, le conducteur de ZEM. C'est pas possible au Bénin, impossible d'être courtois en circulation. On aura les raisons avec Eric Dayonvi, représentant du Centre national de sécurité routière sur notre plateau. Monsieur Dayonvi, bonsoir. Bonsoir madame. Bonne fête. Merci beaucoup. Alors Aniat, du violet. Rose Danondé, comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir encore. Nous sommes courtois ici en tout cas. La courtoisie, elle règne en maître à BB24. Bien sûr, bien sûr. Oui. Nos routes, c'est pas possible d'être courtois, selon le conducteur de ZEM. Moi, je pense que cela devrait être possible. Comment inciter les usagers de la route à cela? On va en parler tout au long de ces 15 minutes d'Autant Savoir avec notre invité Eric Dayonvi. Mais avant, il va falloir qu'on fasse le constat. Vous, en tant que représentant du Centre national de sécurité routière sur ce plateau, pour vous, sommes-nous courtois au Bénin?
Merci beaucoup, Agnès. Je pense que votre reportage a résumé la chose. C'est compliqué, c'est compliqué. Nous nous sommes posé plusieurs questions pour comprendre le phénomène. Et nous nous sommes dit que c'est parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'information par rapport au code de la route. Parce que quand on dit courtois, la courtoisie, c'est-à-dire que c'est de respecter le code de la route. Parce qu'il faut se respecter sur la voie. Et pour se respecter, il faut respecter le code de la route. Il a si bien dit le Zéminiaman. Et la moindre chose, c'est une erreur de la part de l'autre, on commence par s'agiter, on commence par l'insulter, on commence par lui dire tout ce qu'on peut dire. Ça, c'est être béninois, ça. Et ce n'est pas ici seul. Ah non, c'est parce que nous n'allons pas dire que c'est le béninois, ça, parce que tous les béninois ne sont pas comme ça. C'est un plan complexe. C'est pour ça que le thème n'est pas né ici, c'est en France. Oui. C'est une association qui s'est réunie pour dédier une journée. Et quand les Nations Unies l'ont repris, on a dit une journée, ça ne suffit pas, il faut une semaine. Mais en Afrique, ce n'est pas une semaine, il faut plus d'un mois. Tous les jours. 65 jours. Voilà, il faut tous les jours sensibiliser les usagers, il faut les apprendre à respecter, à la courtoisie, à respecter son prochain. Oui. Mais déjà, vous avez parlé du fait que le non-respect du code de la route y est pour beaucoup, dans ce manque de courtoisie qu'on remarque sur nos voies. Est-ce que dans nos auto-écoles, est-ce qu'on apprend déjà, pour ceux qui viennent pour obtenir le permis, est-ce qu'on leur apprend déjà la courtoisie au volant? Oui, ça se fait, parce que quand vous dites à l'auto-école, c'est l'enseignement qui se donne là-bas. Oui. C'est l'enseignement du code, donc tout est dedans. C'est la pratique qui est le problème maintenant. Sur la voie, les gens ne sont pas patients, c'est là le problème. C'est la patience, c'est être tolérant. On est tout le temps pressé. Pressé, on ne veut pas accepter l'erreur de l'autre. Or, tout le monde peut commettre des erreurs. Donc, nous demandons aux gens d'être patients, de respecter le pas, c'est le respect. Quand tu le respectes, tu dois accepter ces erreurs sur la voie. Tout le monde peut commettre des erreurs. D'accord. Eh bien, nous avons fait un peu de recherche pour cette rubrique et puis je me suis rendu compte que la courtoisie s'exprime dans plusieurs aspects au niveau de la voie. Par exemple, il y a la courtoisie dans le maintien de la distance, c'est-à-dire la distance régulière qu'on doit observer entre deux véhicules. Oui. On appelle ça distance de sécurité. Oui, c'est ça que je disais, c'est que c'est l'ignorance du code de la route, parce que tout est dedans. Le respect, par exemple, du feu tricolore, c'est être courtois envers l'autre. C'est pour ça que je dis que tout est dans le code. Si on respecte le respect de la signalisation, le respect de la distance sécuritaire que tu l'as dit, ou bien même, ça embrasse beaucoup de choses. Oui. Par exemple, pour cette semaine, nous l'avons décalé. Normalement, ça devait être en mars, mais nous l'avons décalé en avril. Nous allons le fêter en avril. Et le thème qu'on a pris, c'est par rapport aux gros porteurs. C'est-à-dire que on a remarqué que dans la circulation, les camions ne sont pas visibles. Les camions ne sont pas signalés. Il y a des stationnements anarchiques. Il y a tellement de mauvaises conduites qu'on observe. Donc, on a voulu aller vers eux pour les sensibiliser par rapport à comment conduire sur la route, comment respecter son prochain. Parce qu'ils se disent qu'ils sont dans le camion, ils sont en haut. Tous les autres usagers sont des menus frétés, en quelque sorte. Il faut écraser. Or, la route se partage, tout le monde est indispensable. Et ce qui est encore plus grave, c'est que quand vous pointez au bord de la voie pour pouvoir traverser, ils ne vous donnent pas la voie. Oui, justement, vous allez rester là. Surtout le piéton. On oublie souvent le piéton. Effectivement. Si sensible et nos personnes qui sont handicapées, c'est difficile pour eux. Or, tout ça, là, ça rentre dans la courtoisie. Parce qu'on dit le respect mutuel sur la voie. Donc, tout ça, là, c'est dans le code. Le code t'apprend tout ça, là. Donc, quand ils apprennent ça et ils se mettent maintenant sur la voie, la pratique est difficile. Ils oublient. Et moi, je me demande bien, les motos qui ont des klaxons au bruit de véhicules, de camions, est-ce que ce n'est pas également un manque de courtoisie? Et ça, c'est vrai, parce que les motos, il y a différents types de klaxons. Il y a klaxons pour moto, klaxons pour véhicule, mais on adapte ces klaxons-là. Parce qu'on sait que sur la voie, on a plus peur du camion, on a plus peur du véhicule que de la moto. Non, mais quand même, c'est le manque de courtoisie, c'est tout ça là.
Des malades cardiaques parmi nous, là. Et ce lot d'ensemble, vous avez parlé des conducteurs à 2 roues, c'est un problème que nous vivons à Cotonou. C'est-à-dire qu'eux autres, ils surgissent seulement. C'est qu'ils ne passent pas l'auto-école avant de prendre leur moto. Donc c'est un problème. Ils ne maîtrisent pas la voie. Ils ne maîtrisent rien du code de la route. Non, mais ils se je mettent suis seulement. d'accord. Et c'est eux qui insultent les premiers. Justement. Vous allez voir. Comment est-ce qu'on en arrive à l'insulte et parfois même, tu vois des usagers qui s'arrêtent pour se battre sur la voie juste parce que l'un aurait peut-être manqué de courtoisie. Non, c'est qu'il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils comprennent que la route n'est pas un lieu de combat. La route est là pour être partagée. Pas un ring de boss. La route est là pour être partagée et que ces trucs qu'on observe, c'est pas bien, c'est pas très bon. Et nous avons compris que c'est manque d'éducation. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup parler. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Nous allons sensibiliser parce que c'est un problème, c'est un fait qui est là. Même les conducteurs à 4 euros qui passent par l'auto-école, eux aussi, ils arrivent des moments où ils insultent. Et ils gardent même leur véhicule, ils se battent comme tu le dis. Or, eux autres, ils sont censés prendre par l'auto-école. Donc, c'est supposé qu'ils doivent respecter le truc. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est un phénomène. C'est un problème d'éducation. Mais justement, je me demande si ce n'est pas le manque de courtoisie dans la vie de tous les jours qui se transpose au volant, qui se transpose sur nos voies. Parce que même dans la vie de tous les jours, on a parfois l'impression qu'on manque de courtoisie l'un envers l'autre. Oui, effectivement. Et ça commence ça prend départ de la maison. Ça dépend de comment tu as quitté. Et quand tu te mets sur la voie, c'est que les conditions dans lesquelles tu es déjà... Tu n'es plus patient, tu ne peux plus... Pourquoi tu vas faire vivre ton humeur aux autres usagers de la voie? Est-ce que cela devrait être toléré? Cela ne devrait pas être toléré. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux usagers pour dire que la voie, tu ne viens pas sur la voie pour discuter, pour parler. Tu viens sur la voie pour pouvoir partager. C'est un lieu de partage, ce n'est pas un lieu de boss, ce n'est pas un lieu d'insulte. Souvent, les 2 roues, on entend ça partout. Et quand tu regardes bien, c'est eux qui commettent les erreurs. Oui, ils sont les premiers à insulter. Non, mais c'est pour éviter il faut se défendre. La vindicte vienne sur eux, parce que parfois, il y a aussi les supporters. Oui. Et c'est ça, moi, qui me surprend. À chaque fois que vous voyez 2 qui sont en train de s'accrocher, vous voyez tout un attroupement autour d'eux. Il faudrait qu'il y ait surtout un maillot jaune et vous verrez tous les autres. Voilà, et chacun Ils sont tellement solidaires. C'est à l'origine de la chose. Ils supportent seulement leurs collègues. Tout ça, là, nous allons sensibiliser parce que, je l'ai dit, on a déplacé. Non, mais est-ce qu'on ne va pas dépasser la répression et peut-être aller... La sensibilisation de la répression. Dépasser la sensibilisation et aller peut-être avec un peu de répression, non, effectivement, mais au CNSA, il faut toujours sensibiliser. Il faut toujours le dire parce que nous avons compris que ce n'est pas à force de frapper. Mais est-ce que vous avez l'impression que vos sensibilisations portent? Parce que ce n'est pas la première semaine de courtoisie au volant qui est célébrée au Bénin et pourtant, les vieilles habitudes demeurent. On va le faire. Peut-être qu'au lendemain même de la semaine que vous avez retenue, on va encore observer. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une semaine que nous allons dédier, c'est toute une année. Il faut chaque fois, lors de nos sorties, il faut chaque fois amener les gens à comprendre la chose, à pardonner, à respecter l'autre sur la voie pour que ça puisse être gérable. La voie, ils puissent mieux partager la route. Et nous allons le faire, c'est notre rôle. Nous ne sommes pas fatigués. Quand on va le faire à un moment donné, on ira à la répression, comme tu le dis, mais pour le moment, vous continuez la sensibilisation. Est-ce qu'il n'est pas temps? Parce que c'est vrai, on voit les forces de l'ordre au niveau des carrefours, parfois même accompagner des agents du CNSR. Oui. On arrête, on réprime lorsqu'on ne respecte pas les feux tricolores. Oui. Mais quand ils créent de l'embouteillage, ces usagers indélicats, je dirais, à se régler les comptes par manque de courtoisie, ben on les dégage tout simplement, céder le passage. Et on ne peut pas les embarquer aussi? Non, c'est un fait. Effectivement, ça se passe dans la ville de Cotonou. Oui. Et il faut comprendre que c'est complexe. Le problème est si complexe qu'à un moment donné, au lieu de les arrêter, on est obligé de parler, de sensibiliser, de les libérer et pour pouvoir fluidifier la circulation. Parce que ça va encore créer d'autres choses. C'est pour ça que cet état de choses, vous l'observez. Et on comprend aisément pour dire, si on ne les libère pas, ça peut encore créer autre chose. On est obligé de libérer. Et le problème continue toujours de venir. Chaque année, on parle la même chose. Nous ne sommes pas fatigués, nous allons le faire. Et quand il va s'agir de la répression, nous allons le faire. D'accord. Il y a une autre forme de courtoisie qui se remarque souvent ici. Ça n'a même pas été cité dans la recherche que j'ai effectuée. C'est que souvent, on ne respecte pas le piéton, on ne laisse pas le piéton traverser. C'est-à-dire, on oublie que le piéton aussi a droit de citer sur nos voies. C'est un manque de courtoisie envers les piétons. Est-ce que vous songez aussi à ça?
Oui, et tel que je le dis, nous allons passer dans les gares routières, dans les regroupements des ZIM pour parler de la chose. Mais les piétons, ce qui est complet, c'est qu'il y a des passages réservés aux piétons pour la traversée. Et là, nous sommes indexés parce qu'il y a ces passages qui sont déjà cloutés. Ça n'existe plus comme ça. Donc, l'État, nous, CNSR, en passant par la NATT, nous devons reconstruire encore ces passages-là pour pouvoir... Et dans ce cadre-là, il faut sensibiliser. Parce que le piéton qui ne sait pas que c'est par là qu'il faut passer, il va se mettre ailleurs. Or, les usagers ne sont pas patients. Les usagers ne comprennent pas qu'eux autres, ils sont aussi... Ils partagent aussi la route avec eux. Ils les laissent là. Et vous allez voir, ils circulent seulement, on ne les regarde pas. Ils sont là. Et quand ils sont exaspérés, quand ils sont fatigués, ils se jettent seulement sur la voie. Et bonjour les accidents. Donc, c'est un problème que nous vivons et je pense qu'au cours de la semaine, nous allons essayer de toucher ces cibles-là pour qu'on puisse être patient sur la route, on puisse respecter son prochain sur la route pour que l'année prochaine, on ne puisse pas encore dire que revenir sur les mêmes choses. Il faut qu'on dépasse. J'ai dit cette année, c'est les gros porteurs qui nous intéressent. Oui. Mais néanmoins... Donc vous choisissez une cible chaque année vers laquelle vous vous adressez. Voilà, les gros porteurs, on doit les sensibiliser par rapport à leur stationnement sur la voie, par rapport à leur... C'est vrai qu'eux, il manque énormément de courtoisie. Vraiment, parce qu'eux autres, c'est un autre domaine et c'est tout comme si... C'est eux les maîtres, non, mais on les appelle les rois de la route. Non, ils ne sont pas les rois. Ils ne sont pas les rois. Ils ne sont pas les rois. C'est eux qui devaient faire plus attention aux autres. Vraiment. Parce qu'on sait qu'ils conduisent des camions, des trucs là-dedans. On va les sensibiliser. Et aussi, on va plus s'accentuer sur leur manière, le véhicule. Et il y a une forme de courtoisie que vous n'avez pas évoquée, c'est l'entretien du matériel roulant. Justement. Ça, c'est vrai. Ça fait partie de la courtoisie parce que si tu te mets sur la voie et à cause de toi, tout le monde est bloqué. C'est que tu stationnes et la panne, tout le monde est là. C'est un manque de respect pour les autres. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par l'entretien de son matériel roulant, véhicule comme moto, pour ne pas créer de dommages aux autres usagers qui sont sur la voie. D'accord. Monsieur Dayanvi, je crois que le chef d'édition nous fait de grands gestes. C'est un sujet intéressant. Un sujet très intéressant. On n'a pas vu le temps passer, pourtant le temps est passé. Je pense quand même qu'on va saisir ce plateau pour pouvoir exhorter les uns et les autres sur nos voies à beaucoup plus de courtoisie au volant, monsieur Dayanvi, et au guidon, justement. Monsieur Dayanvi précise, et au guidon, c'est fait. Donc, merci d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Heureuse d'annoncer, ça a été un plaisir de co-animer cette rubrique avec vous. Comme d'habitude, le plaisir, il est partagé. Il faut juste dire que les actions du CNSR aillent également à l'endroit de ces agents de la mairie. Oui. Déjà, à Cotonou, on a eu entre-temps des feux adressés juste aux piétons, où on vient, on appuie, ça s'allume. Si on peut forcer le conducteur à s'arrêter, il le faut. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eric Dayanvi. Bon retour chez vous, même s'il n'y aura rien à grignoter pour la fête. C'est en avril. On va donc se retrouver. Alors, mesdames et messieurs, le tout dernier plateau de ce soir, c'est Monde agricole. Des recherches agricoles pour dynamiser, pour impacter l'agriculture. On en parle avec Félix Coelho. Il est enseignant à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Mais d'abord, Karamata Gbataou a réalisé un reportage sur ces recherches qui sont menées. On va suivre avant de recevoir nos invités. Elle apporte réponse aux multiples interrogations et inquiétudes. La recherche est aussi présente dans l'agriculture, l'un des secteurs porteurs de l'économie béninoise. Ce secteur mérite attention particulière au regard du récurrent phénomène des changements climatiques avec son lot de conséquences. La première urgence, c'est de rendre l'agriculture moins incertaine. Et donc, si on la rend moins incertaine, justement, le privé va s'y engager sans problème. Il y a la question de la maîtrise de l'eau. Vous savez, sans eau, puisque nous faisons une agriculture de cueillette, sans l'eau de pluie, eh bien, la récolte est foutue. Donc, il faut que nous puissions trouver un moyen pour rendre l'eau disponible. Est-ce que vous voyez, afin que, même quand il y a des poches de sécheresse, que
il y ait de l'eau d'appoint. Ensuite, il faut que nous connaissions justement le sol, ce qui n'est pas fait chez nous. Il faut réduire l'incertitude autour de cette profession. Des urgences qui, une fois réglées, donneraient le sourire aux producteurs et aux autres acteurs intervenant sur toute la chaîne. Une chaîne sur laquelle les chercheurs pensent occuper une place de choix. Vous voulez faire l'agriculture, par exemple, il faut vous approvisionner. Il faut qu'on puisse s'assurer de la qualité, où on sache exactement de quoi vous avez besoin. Ça demande de la recherche. Comment combiner ces différents facteurs, ça demande de la recherche. Et comment justement s'assurer que nous avons ce que nous voulons, ça demande de la recherche. La recherche est en amont et en aval. De plus en plus, les producteurs sentent qu'ils ont besoin de la recherche, tout comme la recherche aussi va vers eux. Afin de mener à bien la mission à eux confiée, ils demandent accompagnement de la part des autorités. Comme dit l'adage, une mission des hommes, des moyens. D'abord, être en mesure de permettre que nous puissions nous informer, parce que après tout, quand vous vous formez, il faut comme on dit, vous recycler. Vous comprenez? Donc, à travers, disons, une bonne connexion Internet, qui vous permet de pouvoir glaner toutes les récentes recherches, vous comprenez? Ensuite, les moyens en ce qui concerne les investigations, comment conduire les investigations, et également les moyens pour investir sur des nouveaux chercheurs. Parce que, vous connaissez la vie, on se recycle. Donc il faut bien que de nouveaux chercheurs viennent et qu'on puisse justement leur donner les compétences nécessaires à répondre au service qui leur sera demandé. Créer plus de valeur ajoutée, c'est impliquer la recherche dans l'obtention des produits agricoles compétitifs, surtout sur le marché mondial. Cependant, le prix à payer est énorme pour ces entrepreneurs agricoles. Merci Karamata Agbataou. On retrouve Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Ah ben, mesdames et messieurs, vous avez remarqué le collier avec moi? Très joli, hein? Merci. Vous voyez? C'est ce qu'il fallait dire plus tôt. Ah, vous aviez eu peur? Non, quand même. C'est bien joli. Vous êtes avec Félix Kwelo, enseignant à la FSA, Faculté des sciences agronomiques d'Abo et Calavi. Merci d'être là. Merci. Vous portez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, on parle des recherches agricoles pour impacter l'agriculture. Oui, heureuse, vous le dites si bien. Dans tous les domaines, la recherche est facteur de progrès et d'amélioration. Mais est-ce le cas en agriculture? On aura les précisions sur ce plateau avec M. Félix Kwelo. Alors, quelle est la place de la recherche scientifique dans le domaine agricole? Merci beaucoup. Oui. D'abord, je dois vous remercier, BB24, pour tout ce qui se fait, pour la promotion de nos valeurs et de tout ce que nous faisons comme activité pour faire évoluer notre pays. Et en matière de recherche agricole, je dois, pour parler de sa place, faire recours à la naissance de l'agriculture. Parce qu'au départ, ce n'était pas une activité tellement anthropisée. C'est au départ une activité de chasse et de cueillette. Et avec l'augmentation de la population, les aliments ont commencé par devenir de plus en plus rares. Et là, les hommes ont eu cette idée géniale de commencer par domestiquer les plantes, les cultures. Et comme ça, l'agriculture est née et on a commencé donc par produire ces plantes, ces espèces alimentaires qui sont autrefois à l'état sauvage, à l'état embryonnaire. On a commencé donc par les domestiquer, par améliorer leur capacité de production pour satisfaire le consommateur et la population. Et c'est ainsi que la recherche agricole aussi est venue pour que le besoin du consommateur et la qualité d'aliments
que souhaitent avoir les consommateurs. La recherche arrive donc à travailler les espèces alimentaires pour que la population ait cette qualité d'aliments. Donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'agriculture par rapport à la recherche scientifique, avec la croissance démographique galopante, on ne peut plus nourrir la population aujourd'hui sans la recherche agricole. Et justement, que fait la recherche agricole pour impacter la quantité produite chaque année? Oui, actuellement, la recherche agricole a pour rôle de trouver les voies et moyens, et suivant une méthode, une méthode scientifique, arriver donc à améliorer la productivité des aliments sans augmenter nécessairement la zone emblavée, la superficie emblavée, parce que la population augmente, mais la superficie de la terre n'augmente pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'avec la superficie de terre que nous avons, on puisse continuer à nourrir la population de plus en plus grandissante? C'est ça le rôle de la recherche. Alors, pour ce qui concerne les résultats de cette recherche, et dans le domaine agricole, nous avons plusieurs domaines de recherche. Et nous avons la production végétale. Et quand nous parlons de la production végétale, la recherche s'occupe de la production de l'aliment, tel que le maïs, le riz, et le sorgho, et les légumes, les fruits. La recherche s'occupe de comment faire pour que sur une superficie limitée, si aujourd'hui nous avons un panier de maïs aujourd'hui, dans 10 ans, la population va augmenter. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que sur la même superficie, aujourd'hui on a un panier, mais demain, qu'on puisse avoir 1,5 panier ou 2 paniers. Et c'est comme ça que nous pouvons nourrir la population grandissante. Est-ce que des recherches ont déjà été faites dans ce sens, par exemple? Oui, la recherche est toujours dans ce sens et depuis toujours. Et seulement qu'avec l'évolution du monde, et vous le savez bien, et la recherche aussi a besoin de perfectionner ses résultats qui hier étaient des résultats performants, mais avec l'augmentation de la population, ces résultats paraissent aujourd'hui... sont de moins en moins performants. Voilà. Et là, la recherche doit toujours améliorer ces résultats pour les amener à suivre l'évolution de la population. Voilà. Mais qui sont les acteurs de cette recherche-là? Oui, en ce qui concerne les acteurs de la recherche agricole, c'est en 1992 que nous avons eu l'Institut national de recherche agricole du Bénin. INRAB. Oui. Et à partir de 2003, il a été mis en place le système national de recherche agricole, SNRA. Et dans ce système national de recherche agricole, nous avons l'INRAB qui est le coordonnateur, donc qui doit coordonner toutes les activités liées au domaine agricole au Bénin. Et dans ce système, nous avons aussi les laboratoires des universités, les centres de recherche au niveau de l'enseignement supérieur, et tous ces laboratoires et centres de recherche qui travaillent dans le domaine agricole. Mais c'est l'INRAB qui coordonne les activités. Et vous pensez que tout ce que vous faites au niveau de l'INRAB et autres porte ses fruits? Est-ce que ça impacte réellement l'agriculture? Pour ne pas vous mentir, vous chercheurs, oui. Pour ne pas vous mentir, les résultats, on en a eu, et vraiment pertinents, mais l'impact sur l'agriculture ne reflète pas encore la qualité des résultats que la recherche a obtenus. Est-ce que ça ne met pas en cause aussi la qualité des recherches? Je ne crois pas,
mais ça met surtout en cause ce qui est fait des résultats obtenus. Justement, qu'est-ce qui est fait? Parce que la plupart des acteurs de la Terre ne sont pas dans les laboratoires. Est-ce que ceux-là même sont à même d'interpréter les résultats, sinon de les mettre en application? Oui, justement, en matière de recherche, il y a des étapes. Il y a des étapes et il faut d'abord identifier le problème, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Et donc, il faut identifier le problème qui se pose réellement au niveau des agriculteurs. Et une fois que le problème est identifié, on doit faire d'abord une étude diagnostique pour poser le problème. Et lorsque le problème est posé, et on va faire donc des études en milieu contrôlé, en station de recherche, et avec la participation des chercheurs. Et lorsque ces résultats sont concluants, on va passer en milieu producteur. Et lorsqu'on passe en milieu producteur, on doit faire d'abord une première étape, c'est-à-dire que la technologie obtenue en station ou en milieu contrôlé est mise en milieu réel, chez le producteur, mais sous gestion chercheur. C'est le chercheur qui gère. Voilà. Il fait en quelque sorte l'expérience, voilà. Il met en expérimentation. En expérimentation. Et lorsque les résultats sont toujours concluants, on passe toujours en milieu producteur, mais sous la gestion des producteurs. On leur remet maintenant la technologie et on leur dit, bon, vous expérimentez et vous-même, vous allez voir les résultats. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Oui, oui. Si on leur explique et ils constatent que c'est dans leur intérêt et qu'avec ces résultats, ils peuvent améliorer leurs revenus, alors ils s'intéressent. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe de ces cultures-là qui ont été objets de recherche et dont les résultats ont été probants? Si je prends par exemple le maïs, est-ce qu'il y a une recherche qui a été faite dans ce sens et qui a impacté la productivité du maïs entre-temps? Oui, suffisamment, parce qu'aujourd'hui, les variétés de maïs qui sont produites, ce n'est pas les mêmes variétés qu'on produisait il y a 10 ans, 15 ans. Mais on a constaté que, comme je l'ai dit, sur une même superficie, il faut toujours produire plus. Alors, la recherche essaie de mettre sur le marché des variétés qui produisent plus que les variétés existantes. D'accord. Et ces variétés sont mises à la disposition des producteurs. Et là, on augmente leur production agricole. Alors, très rapidement, on est pris par le temps. Aujourd'hui, que faut-il faire pour davantage impacter la recherche agricole au Bénin? En 30 secondes. 30 secondes? Vraiment? Parce que c'est là le problème. Voilà. C'est là le problème, parce que, vous savez, tel que le système est fait, on a créé un autre système national de vulgarisation agricole. Et c'est ce système qui doit vulgariser les résultats de la recherche. Mais vous savez, le fonctionnement des cadres, bon, les résultats sont là. Parfois, on nous dit que nous, on fait la recherche, mais on met les résultats dans les tiroirs et que les gens n'en profitent pas. C'est parce qu'il y a un maillon de la chaîne qui ne fonctionne pas. Ok, je pense qu'on va revenir sur ce qu'il faut mettre en place pour davantage impacter la recherche agricole au Bénin. Si M. Félix Coelho accepte bien revenir sur ce plateau. Oui, parce que c'est ça qui serait même plus intéressant. Parce que la recherche est là, les résultats sont là, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces résultats atteignent les producteurs? C'est le plus intéressant. Merci Estelle Pazou pour avoir abordé le sujet avec notre enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, M. Félix Coelho. On parlait donc avec lui des recherches agricoles pour impacter l'agriculture. Des recherches existent, mais il reste encore des choses à faire. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera d'ailleurs tout pour le grand rendez-vous, la grande émission du soir sur BB24 de ce soir. On va vous demander de suivre avec nous la météo avant de prendre congé de vous.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis depuis 19h. Il est temps de prendre congé de vous, le temps de vous retrouver demain pour un autre numéro de Grand Rendez-vous. On vous dit, portez-vous très, très bien.